Merci pour cette introduction. Et effectivement, le problème des limites était quelque chose qu'on ne pouvait pas ne pas appliquer au problème de la maternité. C'est donc le sujet de mon intervention. Et vous verrez peut-être que le point d'interrogation, justement, je ne l'ai pas mis. Je n'ai pas mis de point d'interrogation parce qu'il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite, je veux dire par là que la grande limite, c'est la naissance, la grande limite, c'est la mort. On a progressé dans les meilleures compréhensions du début, en voyant ce qui était invisible, en touchant ce qui était intouchable, en manipulant même l'embryon. N'empêche qu'il y a quand même un début qu'on peut fixer, qui est la rencontre des gamètes. Et puis il y a une fin, il y a donc la mort qui reste, quoi qu'on fasse, il n'y a pas, à mon sens, de vie après la mort, si ce n'est au niveau des molécules et des cellules. En ce qui concerne la fertilité est liée à l'âge, en tous les cas pour la femme. Et déjà, on va voir tout de suite qu'il y a une différence entre la femme et l'homme, et que peut-être à la fin de l'exposé, nous nous reposerons les questions des conséquences de l'absence de limite, surtout chez la femme, par rapport à l'évolution de notre société. En effet, il y a un temps pour chaque chose, dit-on, et le fait des mélanges de ces temps peut être néfaste. Faire travailler un enfant s'apparente à l'esclavage. Dépasser, je dirais, ses possibilités lorsque l'on a un certain âge était vécu comme quelque chose de condamnable. On se rend compte que, en ce qui concerne la reproduction, il y avait une limite pour la femme, c'était la ménopause. La ménopause, qu'il faut resituer bien sûr dans une évolution générale de l'âge de vie, c'est-à-dire un allongement de la vie en général, et que si au Moyen-Âge on mourait autour de la ménopause pour les femmes, aujourd'hui il y a 30 ans qui séparent l'arrivée de la ménopause, qui, entre parenthèses, est un moment stable, c'est-à-dire que quelles que soient les périodes, quels que soient les endroits géographiques, la ménopause survient toujours entre 52 et 54 ans. Donc, il y avait cette étape qui permettait peut-être, en tous les cas il fallait faire avec, de considérer qu'il n'y avait plus de projet d'enfant à partir d'un certain âge et qu'il fallait faire avec un temps pour chaque chose. Un temps pour avoir des enfants, un temps peut-être pour s'occuper des petits-enfants. Cet allongement de la durée de vie met un peu en décalage le fonctionnement d'organes comme les ovaires, qui s'arrêtent, comme je vous l'ai dit, de fonctionner à 54 ans à peu près, et puis les autres organes, le cœur, les poumons, etc., le pancréas, qui eux, en moyenne, vont jusqu'à 80 ans. Alors, il s'est trouvé qu'avec l'apparition des techniques de procréation médicalement assistée, nous avons contourné un certain nombre de situations et nous avons surtout titillé le temps, cette notion du temps, par un élément capital qui est celui de la congélation. La possibilité de congeler d'abord les spermatozoïdes, qui sont vers les années 60-70, puis ensuite les embryons, vers les années 2003 et 2004, puis ensuite les années 83-84, excusez-moi, puis ensuite la congélation de l'ovocyte, c'est-à-dire l'ovule lui-même, justement dans les années 2003-2004 où il y a un essor des techniques. Cette congélation qui va donc suspendre le temps va rendre possible, d'une part, au début, tout un tas de science-fiction, c'est-à-dire que finalement, une femme pourrait produire un certain nombre d'ovules, on peut en conserver quelques-uns. De ces ovules peuvent naître une petite fille qui elle-même, 20 ans plus tard, pourrait porter les ovules de sa mère, c'est-à-dire ses frères et sœurs. Donc là-dessus, on a vu une littérature qui s'est développée, pour les uns passionnante, pour les autres un peu terrifiante. Et puis, avec cette congélation, donc, qui va jouer sur la notion du temps, on voit qu'on peut projeter une grossesse beaucoup plus tardivement que la nature ne nous le permet. Alors, tout d'abord, revenons sur la notion de grossesse tardive. Quand j'ai commencé mes études de médecine, ici même dans cet amphithéâtre, quand on parlait de grossesse tardive, c'était 35-40 ans.
C'était les premières publications, il y a 20 ans, c'était les grossesses des femmes âgées de 35-40 ans. Puis ensuite, on est venu aux femmes de plus de 40 ans, qui aujourd'hui font quand même partie de la vie quotidienne des maternités. Et puis plus récemment, ce qu'on appelle les grossesses ultra tardives, c'est-à-dire entre 45 et 50 ans. Non pas que la nature ait changé, c'est-à-dire que c'est toujours aussi difficile naturellement d'être enceinte à cet âge-là, encore que cela est possible. Il y a 300 à 400 grossesses qui sont révélées à partir de entre 45 et 49 ans en France chaque année. Donc c'est possible, mais elles sont relativement faibles. Ce qui s'est développé, vous le savez, et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est le don d'ovocytes. La possibilité donc d'obtenir par don, par prêt, par achat, un ovocyte d'une femme jeune qui vient être fécondée avec le sperme du conjoint et s'implanter dans l'utérus. Sur un plan strictement médical, c'est déjà assez extraordinaire, parce que vous savez que l'organisme est ainsi fait que toute cellule étrangère est en principe rejetée. Alors déjà, vous me direz que dans un embryon, il y a toujours de l'étranger masculin, et le phénomène de la grossesse crée sur le plan immunologique, médical, une absence de rejet, ce qu'on appelle la tolérance. Oui, la femme est tolérante, elle accepte l'autre. Elle accepte d'autant plus l'autre quand même sur le plan ovocytaire, c'est encore quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de phénomène de rejet, il y a une acceptation de deux cellules provenant de deux personnes différentes. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui pouvait limiter l'utilisation de cet embryon obtenu au laboratoire venant d'une autre personne féminine, d'une autre personne masculine? Eh bien, pas grand-chose, puisqu'on a su très vite donner des traitements médicaux hormonaux qui permettent de préparer l'utérus et d'accueillir donc cet embryon, et ceci sans limite d'âge. Je dis bien sans limite d'âge, même si, bien sûr, quand on regarde le Guinness des records, on s'aperçoit que c'est 68-69 ans. Donc, une femme de 68-69 ans peut porter un enfant qui provient d'un ovocyte d'une autre femme et bien sûr d'un monsieur. Peut-être qu'on pourrait essayer 75, je ne sais pas. Mais vraisemblablement, ça marcherait aussi, en dehors de tout ce qui se passe autour, pour le cœur, pour l'esprit peut-être d'ailleurs, du développement de cette grossesse. Donc, on voit bien que cette projection du possible s'est totalement agrandie. Il est donc possible de concevoir la possibilité de garder donc un enfant tardivement. Alors, tout de suite, on peut se poser, mais est-ce que ce sont des grossesses à risque? Je vous disais qu'on avait étudié les grossesses tardives, très tardives, ultra tardives. Effectivement, ce sont des grossesses qui sont plus à risque. Une femme de 45 ans a plus de malchance d'avoir un diabète, un fibrome, je dirais une hypertension. Est-ce que cela contre-indique totalement la survenue d'une grossesse? Non. C'est une information qui doit être donnée, qui peut limiter, donc pour certains, le recours aux dons d'ovocytes, mais ce n'est pas une contre-indication absolue. Ce sont des risques, mais des risques qui sont relativement maîtrisables sur le plan médical. Donc, quelle peut être la fin ou la limite de cela? Eh bien, elle est difficile à fixer, parce que arrive en plus le problème de l'autoconservation des ovaires. C'est-à-dire que, d'abord, sur un plan médical, on s'est rendu compte, lorsqu'une femme jeune avait un cancer et qu'elle allait guérir de ce cancer, elle souhaitait, à la sortie de ce cancer, une projection vers la vie, elle souhaitait être mère. Mais le traitement qui l'a guérie a détruit ses ovules, a détruit sa fonction ovarienne. Il est donc possible, aujourd'hui, grâce à la congélation, de conserver soit des fragments ovariens, soit des ovules, et de les restituer une fois la patiente guérie. Belle histoire. Mais évidemment, dès qu'on a une technique, on peut l'appliquer à toutes les situations. Et cela n'a pas manqué, puisque vous le savez, dans la plupart des pays européens, les jeunes femmes qui désirent conserver leurs ovules, même si elles n'ont pas de cancer, et surtout si elles n'ont pas de cancer, mais simplement parce qu'elles n'ont pas rencontré leur prince charmant ou qu'elles ont un autre projet professionnel à ce moment-là, et qu'elles savent que la fertilité va baisser avec l'âge, décident de conserver des ovules. Ce n'est pas le cas en France,
c'est un autre problème sur lequel nous pourrons, je pense, revenir, discuter, même si le paysage a été sérieusement brouillé par les positions de Google ou d'autres qui s'amusent à vouloir calibrer la vie des femmes en autorisant par la subvention financière de pratiquer la congélation afin de pouvoir bien travailler, être bien dans les normes et surtout de ne pas gêner l'entreprise par une grossesse impromptue. Donc il y a toujours des excès dans tout cela, mais il y a en tout cas une réalité, c'est qu'il est possible pour une femme de conserver ses ovules et de les utiliser à un moment où l'évolution naturelle de ses propres ovules serait négative puisqu'ils ne fonctionneraient pas, et c'est ce qu'on voit malheureusement aujourd'hui dans la plupart des centres de fécondation in vitro, où des femmes âgées de 40-42 ans s'acharnent, avec nous d'ailleurs, de temps en temps, à essayer de gagner le cocotier, mais bien sûr la fertilité a baissé, je le disais tout à l'heure, et donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de vécu et de souffrance pour pas grand-chose. Est-ce que cela veut dire, j'en profite quand même pour glisser, que ce n'est pas la panacée et ça ne marche pas à tous les coups? Donc soyons clairs, il n'y a pas de solution miracle pour conserver ces ovules. Néanmoins, c'est quand même une possibilité. Et alors on dira, mais si une jeune femme conserve ses ovules, quand est-ce qu'elle va les réutiliser? Est-ce qu'il y a une limite à sa réutilisation? Alors, il y a une loi en France, mais il n'y a pas une loi dans tous les pays. Je vous la rappelle, la loi en France fixe 2 dates. On va dire 43 ans, ça c'est très précis, c'est dans la loi, c'est le remboursement sécurité sociale. Par contre, après, on est autorisé en tant que médecin et en tant que couple à procéder à quelque chose qui essaye d'avoir un enfant, mais on n'est pas remboursé. Et ce, jusqu'à l'âge naturel de la procréation, c'est-à-dire, vous voyez, la prudence du législateur, c'est-à-dire de fixer autour de 48-49 ans. Donc on pourrait dire, bah, très bien, vous avez congelé des ovules à 35 ans, vous allez les garder jusqu'à ce que la loi permet. Oui, ça c'est valable en France. Et puis ça risque d'être difficile de temps en temps, mais ça peut être une application. Par contre, dans d'autres pays, d'abord, il n'y a pas de loi, et d'autre part, des lois qui ne sont pas les mêmes. On évoquait tout à l'heure avec Vievorka la différence dans les différentes populations. Donc cette autoconservation est un phénomène qui, encore une fois, touche sur cette notion palpitante qui est le temps, cette repousse du temps. Il y a d'autres approches médicales, scientifiques, qui sont qu'on essaye de comprendre pourquoi est-ce que l'ovaire, qui se met donc à travailler à l'âge de 13 ans, qui contient un certain nombre de follicules à ce moment-là, qui va les perdre au fil des années. Vous savez qu'à chaque cycle menstruel, la femme produit 4-5 follicules, qu'il y a une poussée d'un de ces follicules et que les autres rentrent en ce qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire qu'ils vont fléchir, ils vont s'arrêter. Et que si on donne des traitements, on empêche cette apoptose, et c'est pour ça qu'on obtient, on peut obtenir en tous les cas des jumeaux, des triplés, etc. Ce qui veut dire que à chaque fois les starting blocks où il part 5, 6, 7, 8 follicules, ils ne sont pas tous mauvais. Il y en a certes un qui réprime les autres, mais en fait, en les poussant, on peut en avoir 2, 3 ou 4. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette répression du dominant sur les autres? Et on est en train aujourd'hui, par différentes approches scientifiques, d'essayer de comprendre et que peut-être on pourrait, je ne dis pas qu'il faut le faire, que ce serait utile, mais je dis qu'on pourrait faire en sorte qu'il n'y ait plus d'apoptose et que le capital des follicules existants dans l'ovaire se maintienne et soit même poussé ultérieurement. Il y a une autre voie d'approche qui est celle des cellules souches. Vous savez que les cellules souches sont à l'origine de toutes les cellules de l'organisme. Il n'est pas impossible, encore que ce soit discuté à l'heure actuelle, que contre toute attente, puisqu'on avait 2 dogmes, un qui disait que les neurones ne se reproduisent pas, et l'autre que l'ovaire est fini. Également, il est donné une fois pour toutes à la naissance et ne se reproduit pas, en termes de follicules. On s'est rendu compte que cela n'est pas vrai. Les neurones, il existe des neurones souches, et qui donc se reproduisent tout au cours de la vie, et il existe pareil pour des ovaires, des cellules souches qui vont donner des ovocytes. Donc, si on comprend le mécanisme de ces cellules souches, ou si on les cultive, si on les introduit, est-ce qu'on n'est pas en train de pouvoir faire dévier la fertilité vers une période beaucoup plus grande, beaucoup plus large?
Troisième épisode tout récent, la greffe d'utérus. Vous avez entendu parler de cette situation assez incroyable qui est qu'une femme peut donner son utérus comme on donne les autres organes, une femme décédée bien sûr, mais une femme vivante, et ça a été le cas des expériences qui ont été faites par l'équipe suédoise de Mats Manström, qui a annoncé donc il y a 3 mois la première naissance et qui en fait a déjà 3 grossesses sur les 7 patientes qui ont été réimplantées, 3 naissances plutôt, plus une grossesse sur les 7 patientes qui ont été réimplantées. La greffe d'utérus est intéressante parce que, dans l'exemple qui a été proposé par l'équipe suédoise, ce sont, et alors là je me tourne vers les psychanalystes parce qu'il y a de quoi réfléchir, ce sont pour la plupart les mères qui ont donné leur utérus. Ce qui veut dire que ce sont des utérus âgés de 60 ans à peu près, et qui fonctionnent. Je reviens à ce que je disais au début, vous voyez qu'on peut, avec des organes utérins en particulier, et peut-être demain avec des organes, ovariens, les utiliser, entre guillemets, en tous les cas les mettre à disposition beaucoup plus tard que prévu. Donc, une femme âgée de 60 ans, 70 ans peut, dans son imaginaire, et voire dans sa réalité, envisager soit de porter un enfant qui proviendrait d'un ovocyte et d'un spermatozoïde, soit de participer à la naissance autour d'elle, de sa famille, de sa fille, de ce qu'on veut, en donnant un de ses organes. Et donc, quelque part, cette étape de transition que j'évoquais tout à l'heure entre la ménopause et la mort, qui n'existe pas chez l'homme, du coup, s'efface. C'est-à-dire que la limite qui reste, la grande limite, c'est celle de la mort. La même chose chez l'homme. L'homme n'est pas lié physiologiquement aux mêmes difficultés que la femme, difficultés aux réalités que la femme, c'est-à-dire qu'il n'a pas, tant qu'il en a les moyens physiques, tant qu'il a une érection, la possibilité, en tous les cas, de concevoir. Il n'y a pas d'âge limite puisqu'il fabrique des spermatozoïdes jusqu'au bout, et même après, très peu après. Je dis ça, c'est parce qu'il y a une autre histoire sur laquelle peut-être on reviendra, c'est qu'il y a eu en Israël, sur un décès d'un soldat, il y a eu une demande de la famille de prélever immédiatement les spermatozoïdes, et 15 ans après, les spermatozoïdes ont été utilisés avec une demande, est-ce qu'il y avait des volontaires? Il y en avait 200. Il y a eu un choix, et cette femme a accouché d'un enfant, donc prélevé sur un homme qui était décédé. Voilà pourquoi je disais que ça continue encore quelques temps. Vous voyez, on a quelques questions à se poser. Donc, cette histoire des limites qui peuvent être repoussées réellement nous interroge, bien entendu. Vieillir, c'est se retirer lentement de son visage, dit David Le Breton. Mais un enfant met fin à cette maladie de l'apparence, dit Bernard Cribier. Nous voyons en consultation de plus en plus, et les plus anciens d'entre nous, parce qu'on vient voir pour avoir un dernier avis après, différentes tentatives, une demande de maternité. Jusqu'à quand peut-on donc accepter cette demande de maternité? Et j'ai envie de dire cette confusion donc de cette étape de SAS qui a fait faire à Catherine Bergeret-Amsalek, qu'on avait invitée ici dans cette faculté, a publié donc L'avancée en âge, un art de vivre, qui était donc comment vivre bien cette avancée en âge. On s'aperçoit que là, les limites sont un peu bousculées. C'est-à-dire qu'on peut vivre calmement, mais dans l'imaginaire, on peut projeter, et la consultation, je vous le disais, elle est faite d'un certain nombre de femmes de 45 à 50 ans, voire plus, qui arrivent avec une espèce de volonté, c'était évoqué la notion du droit, la notion comme s'il y avait un droit, une exigence, donc en tous les cas un ressenti profond d'une possibilité de grossesse. Je pense que sur cet passage qui s'évapore entre l'arrêt réel du projet de maternité et la mort, donc il y a des modifications dont on n'a pas encore perçu toutes les conséquences, et je pense qu'il faudra qu'on s'y penche
Encore une fois, il s'agit pour la plupart du temps de l'imaginaire, mais néanmoins, le problème de la finitude est en train de changer dans l'imaginaire. Alors, la question, elle a peut-être été anticipée par les plus jeunes d'entre nous dans notre génération. En effet, quand vous posez la question à vos enfants ou à petits-enfants à la sortie de l'école, et on sait très bien qu'ils posent la question, mais qui c'est celle-là? Est-ce que c'est ta maman, ta mamie, c'est ton papa ou ta papy, ou ton papy? Et comme, ayant pressenti les évolutions de la société et la difficulté de répondre, finalement, les enfants ont résolu le problème. Ils demandent à qui que ce soit, maman ou mamie, papa ou papy, de les attendre, surtout pas à la sortie de l'école, mais au coin de la rue. Merci.